Et on a gagné, effectivement, le PSG a gagné, mais néanmoins il y a eu quand même un certain nombre de débordements, de violences qui rendent la fête un petit peu moins belle, et on va en parler et essayer de comprendre le décalage médiatique. Encore ce matin, le Parisien consacre 12 pages à la victoire. Il faut arriver au bout de ces 12 pages pour qu'on nous parle des dégradations et des violences. On va y revenir dans un instant avec vous. Jean-Christophe Gallien, bonjour, politologue et conseiller en communication à Senamou, militant associatif, membre du bureau politique exécutif Les Écologistes, et vous êtes en charge de la formation et de l'Académie Verte. Vous êtes Marseillais. C'est dur ce matin. C'est la gueule de bois ce matin pour les Marseillais. Vous avez regardé le match? J'ai regardé le match, ouais. Et vous espériez, vous, la victoire Alors j'avais un sentiment partagé. Je fais attention à ce que je dis, parce que voilà, non mais j'espérais la victoire de Milan en vérité. Ouais, bah oui, comme beaucoup de Marseillais, les maillots sont arrachés. Geneviève Götzinger, vous avez regardé le match, présidente de l'agence Image, spécialiste en communication. J'ai regardé les petits bouts après. Non, moi j'étais en voiture, je revenais de Lozère samedi. Ah, d'accord. Vous l'avez écouté à la radio, évidemment. Exactement. Mehdi Raïch, analyste politique. Le foot, c'est pas votre truc, c'est vous aussi? Si, j'ai une très bonne culture foot, mais j'ai plus une culture anglaise du foot. Paris Saint-Germain, c'est pas ma cam. Et Jean-Christophe, vous avez regardé? Moi, je suis un vieux supporter de l'Olympique de Marseille. Mais j'ai trouvé, si vous voulez, que cette équipe cette année, cette saison du Paris Saint-Germain, était exceptionnel à un niveau, mais on très rapidement compris, même si les médias français l'ont beaucoup attaqué. Donc je me suis félicité parce que le jeu pratiqué et l'engagement n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait estimer auparavant. Et donc c'était un plaisir de les voir au parc. Même un supporter comme moi, je vous le redis, qui encore une fois revoit la tête de Basile Boli en 1993 contre un autre Milan, le Milan AC, et une raclée contre le Paris Saint-Germain 4 jours plus tard au Stade Vélodrome où j'étais, je me rappelle très bien. Et je peux vous dire que j'étais content pour le Paris Saint-Germain quand même. Très bien. Bon, on va parler, les jeunes Parisiens qui étaient contents. On va parler de tout ça, de ces violences. LFI qui accuse Bruno Retailleau de mettre de l'huile sur le feu. Le PSG doit-il payer pour les dégâts? Bref, si on a le temps, on parlera de la fast fashion. Oui, ce matin, ce qui est quand même étonnant, enfin moi j'avoue que j'ai regardé à la télévision, c'est de voir le décalage qu'il pouvait y avoir entre les plateaux de télévision où on nous disait la fête est bon enfant, tout va bien, etc. Et ce qu'on pouvait suivre sur les réseaux, et c'est Arnaud Benedetti qui a tweeté, c'est quand même dingue qu'aujourd'hui qu'on soit obligé de s'informer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait visiblement une volonté, et de la part même des CRS, qui disaient non, ça va, etc. Il y avait une volonté de dire que finalement il ne se passait pas grand-chose. Est-ce qu'on veut raconter une belle histoire? Je pense que c'est... Voilà, on sait très bien qu'un événement en France aujourd'hui, qu'il soit sportif, culturel ou autre, exception peut-être politique, et encore pour combien de temps, j'en sais rien, va être perturbé, va être accompagné par ces violences qui n'ont rien à voir, précisons-le. Moi, j'insiste là-dessus, je suis un fan de sport professionnel, de sport amateur, peu importe, et de football en particulier. Ça n'a rien à voir avec les supporters du foot. On sait très bien d'où viennent les gens, qui sont les gens, comment ils font ça et pourquoi ils font ça. Et donc, oui, évidemment, on veut raconter une belle histoire parce qu'on en a besoin. Tout le monde en a besoin, c'est bien. On sait très bien qu'est-ce qu'est le Paris Saint-Germain, d'où vient l'argent du Paris Saint-Germain, à quoi ça sert, et ainsi de suite. Ça, on peut en parler après, c'est un autre sujet. Maintenant, on veut faire la fête, et c'est normal. Après, derrière, vous savez, c'est un marché, le football. C'est un marché. La Paris Saint-Germain, c'est une marque. Les gens qui vivent autour du football ont besoin aussi. La Ligue française de football a besoin de raconter une belle histoire, parce que c'est pas terrible en ce moment. Voilà. Donc, on veut valoriser un événement, et on veut éviter collectivement de le perturber avec, oui, les à-côtés, mais qui sont des à-côtés principaux, parce que ça a été partout en France, que vous disiez très justement. Donc, les médias qui vivent aussi, disons très clairement, de la fréquentation. Il y avait des gens qui avaient fait des gros investissements. Cette fois-ci, les matchs étaient en clair. Je pense à certains groupes médiatiques qui ne sont pas habitués. Ils n'ont pas du foot au quotidien. Il y en a un autre qui a fait je sais pas combien d'heures dans la semaine. Voilà, on va pas raconter l'idée que c'est l'apocalypse, c'est le chaos. Après le match, on peut l'imaginer. Maintenant, que vous posiez la question, c'est un vrai sujet. Moi, j'aimerais qu'on pose la question de pourquoi chez nous, c'est devenu quasiment impossible d'organiser un événement de ce type. Un événement footballistique, parce que je vous rappelle que globalement, quand il y a le rugby, ça se passe bien. Enfin, c'est pas les mêmes dimensions. C'est pas les mêmes dimensions. Même sur la chaîne du rugby, vous savez, on pourrait aller très loin dans le rugby, mais la dimension
populaire de ce niveau de la Champions League, c'est en rugby, vous n'aurez jamais, il n'y a pas d'équivalent. Mais il n'y a pas eu de manifestation à Munich. Enfin, je veux dire. Oui, mais je vous dis, c'est en France. C'est en France. On va faire un petit tour de table, peut-être de ce qui a retenu votre attention dans ce contexte-là. C'est un coup de cœur pour vous, Hassen, pour un joueur. C'est Désiré Doué, effectivement, ce jeune talentueux d'Angers, formé à Rennes, qui lui met 2 buts, une passe décisive, qui a été extraordinaire, du grand football, et qui est un jeune en devenir, qui montre aussi que nos clubs produisent encore de grands talents. Et je trouve que c'était intéressant de le souligner, parce que moi je suis Marseillais, mais quand on voit un tel football, ça fait plaisir aussi, et ça montre encore la capacité de nos clubs de produire quelques petites pépites comme ça, qui parfois viennent aussi donner de la leçon sur les stades à de grands joueurs. Et donc félicitations à lui pour ce match extraordinaire. 2 buts et une passe décisive. Pardon ? Il a eu la note de 10, qui est très rare dans l'équipe. Pour le coup, c'est exceptionnel. Il est formé à Rennes, si je ne me trompe pas, né à Angers. Et pour le côté centre de formation, en France, il y a une vraie plus-value sur la qualité des centres de formation français. Quand on voit toutes les difficultés que peuvent avoir les clubs financièrement, généralement, on ne peut plus faire de transfert aujourd'hui, on dépend trop de la Première Ligue, parce que c'est eux la manne financière est aujourd'hui en Première Ligue en Angleterre. Donc les clubs sont obligés de se retrouver à mieux former leurs jeunes. Ce qui s'est passé d'ailleurs en Espagne dans les années 2000 et 90, ce qui a donné plus tard la génération Messi, Iniesta, Busquets, qui a donné une énorme victoire en Coupe du Monde pour l'Espagne. Donc il faut mettre en avant ce côté-là. Alors Geneviève, vous, c'est un coup d'étonnement, on va dire. Oui, c'est ça. C'est une faute de goût, une faute politique, comme on veut. L'absence d'Anne Hidalgo à Munich. Franchement, elle est maire de Paris, c'est l'équipe parisienne, elle doit être à Munich. Alors la raison qu'elle évoque, c'est un retour de voyage, elle était au Kenya, un problème d'agenda. Elle n'était pas là non plus hier. Hier, elle était rentrée, absolument non plus. Non, clairement, c'est la marque de ce différend qui l'oppose au club et à l'actionnaire du club sur la vente du Parc des Princes. Mais cela dit, quel que soit ce différend sur lequel je ne vais pas me prononcer, parce qu'après tout, toutes les positions peuvent se plaider. Oui, mais il y a un moment où on doit faire peut-être abstraction de... Exactement. Elle est maire de Paris, c'est l'équipe de Paris qui va gagner 5-0. Donc, rétrospectivement, quand même, elle doit aussi peut-être le regretter. Oui, vraie action. Moi, je trouve que c'est une erreur politique. Maintenant, on connaît le contexte. Le contexte est une fracture totale. Alors, on murmure qu'il y aurait des mouvements post-finale de Munich sur l'enjeu principal qui est celui du stade du Parc des Princes. Maintenant, oui, c'est une faute. On sent bien quelqu'un qui d'ailleurs s'en va. Si elle était candidate la prochaine fois, c'est-à-dire dans un an, je peux vous assurer qu'elle n'aurait pas été absente. Elle aurait bien été à Munich. Je pense que c'est aussi le signal de je m'en vais, et qu'après tout, Maintenant, il y avait Rachida Dati, il y avait d'autres acteurs ou actrices politiques qui étaient présents, et que on sent bien que c'est ça. Je pense que c'est aussi le signal du. Elle n'a jamais, il faut être clair, elle a jamais vraiment aimé le Paris Saint-Germain. Pour le coup, non pas forcément le club, j'entends pas, je mettrai pas ça, mais les actionnaires. On va y revenir, on va parler de tout ça dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter cette victoire du PSG, certes, mais également de ce qui s'est passé ensuite, de ces dégradations, de ce bilan, plus de 500 arrestations, 2 morts. On en parle avec vous et avec Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication, Hassen Hamou, militant associatif, membre du bureau politique exécutif Les Écologistes, et vous êtes en charge de la formation et de l'Académie verte. Geneviève Wetzinger, spécialiste en communication politique, vous êtes présidente de l'agence Image, et Mehdi Raïch, analyste politique. Donc victoire du PSG, beaucoup de choses à dire sur la communication, sur l'attitude du président de la République et ce tweet qui a beaucoup fait réagir. Champion mon frère, le terme de barbare employé par Bruno Retailleau, la LFI qui accuse Bruno Retailleau et la police d'être responsable du chaos. Bref, beaucoup de sujets avec vous. L'absence d'Anne Hidalgo à Munich, ce que disait, ça vous paraît... Non, je suis d'accord.
Moi, je trouve pas ça normal. C'est la maire de Paris, elle devrait être au minimum invitée à Munich, c'est obligatoire. Elle est représentante de sa ville. C'est la Ligue des Champions, c'est la finale de la Ligue des Champions, c'est la plus grande compétition de foot de club au monde. Tu dois être présente, peu importe les dissensions qu'il peut y avoir sur la vente ou pas du Parc des Princes, elle doit y être. Donc là, c'est une faute. Oui, totalement. Aussi. Je pense que quand tu es maire de la première ville de France avec un aussi grand événement qui sans doute peut-être unique, unique en tout cas, voilà. Si ça se repasse l'année prochaine, on verra, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'elle sa place était là-bas et personne ne comprend pourquoi est-ce qu'elle s'est rendue absente de cet événement. Bon, alors peut-être avec vous, Jean-Christophe, vous vouliez, votre ressenti après ce week-end, c'est que le vainqueur, c'est peut-être pas le PSG. Oui, moi je crois qu'il y avait alors évidemment, je le dis, j'ai des enfants, notamment garçons, qui ont voulu revenir absolument à Paris pendant ce week-end, ainsi de suite. Ils sont fans, ils ont une passion pour ce club, ce que je comprends bien. Moi, je vous le dis. Ils sont sortis ? Oui. Alors pour le coup. Et vous étiez inquiet ? Un poil inquiet. On était à distance. Je dirais plus mon épouse, leur maman que moi. Moi, je fais toujours confiance aux événements, mais c'est un peu une manière de faire. Après, derrière, oui, bien sûr que 2h30, 3h, 4h du matin, vous dites qu'est-ce qui peut se passer une fois que le grand moment est passé. Ça, on est à Paris, mais on le sait bien, je vous le dis. Mais maintenant, ce qui m'a toujours gêné par rapport à Paris, en même temps, c'est la force de ce club. Et je dis pas que ça doit pas se passer comme ça. C'est que, évidemment, que le choix qui a été fait d'ouvrir ce club et au Qatar et à l'État du Qatar, soyons clairs, c'est un État qui est propriétaire comme de ce club et ainsi. Dans un contexte où, rappelons-nous à l'époque, on était dans un moment où à la fois le Qatar cherchait des soutiens à l'extérieur de la zone du Moyen-Orient, du Proche-Orient face à son conflit larvé avec l'Arabie Saoudite, en l'occurrence la France en fut un, avec Nicolas Sarkozy en particulier et d'autres, mais même Monsieur Hollande derrière. Donc on est dans un contexte où il y a eu un deal fiscal, un deal par rapport à l'investissement stratégique. Moi, si vous voulez, je veux bien qu'un État puisse devenir patron du Paris Saint-Germain, club de la capitale de ce pays, ce qui est très bien parce qu'on en avait besoin économiquement. Maintenant, ce que j'ai moins aimé dans l'histoire de la relation du Qatar à la France autour de ça, c'est l'idée qu'on passe à un état, si vous voulez, de soutien, je vous le dis, pendant un moment de conflit, à un état de dépendance, et qu'on ait accordé beaucoup de passe-droit à cet état, dans un contexte où on sait très bien que le Qatar joue toujours une diplomatie active particulière entre le fait de mettre l'incendie et de devenir le pompier derrière dans différentes géographies de la planète, pas seulement chez nous mais ailleurs aussi. C'est compliqué, je pense qu'il y a évidemment une diplomatie qu'on peut mener avec un État de ce type. Maintenant, libérer les espaces qui ont été libérés à ce pays, je vous le redis, fiscalement, économiquement, stratégiquement, me paraissent disproportionnés par rapport aux gains, je vous le dis, aux gains monstrueux en termes de diplomatie, douce comme on peut le dire pour un État, mais aussi dur, parce que je vous le dis, c'est un État qui a bénéficié stratégiquement de cet investissement à Paris, c'est disproportionné, même si on a pu voir jouer Messi, Neymar et Mbappé ensemble, si vous voulez, vous pouvez pas imaginer, le Qatar, c'est Bein aussi, Bein a tous les droits quasiment de l'UEFA, le président Nasser Al-Khelaifi est devenu le président de l'ECA, European Club Association. Il est quasiment en fait le patron de l'UEFA, le Slovène, monsieur Čeferin, si vous voulez, est quasiment dans sa main. Donc c'est un développement économique, diplomatique, géopolitique bien mené. Bravo le Qatar par rapport à ça, mais un peu triste pour nous en tant que Français à ce niveau-là. Dans Libération, un article qui parle de sport washing et qui explique, c'est un extrait du Journal of Democracy, c'est une forme de blanchiment de réputation par le sport. J'ai trouvé que c'est intéressant comme article qui devient un outil de manipulation de l'information et c'est vrai que le sport participe. Alors ça c'est vrai. C'est une stratégie. J'ajoute juste 2 secondes après. C'est que ça c'est vrai, mais d'autres pays le font. Et heureusement qu'ils le font, ils ont raison. Quand on vous occupe d'un pays sur l'aspect diplomatique ou sur ce qu'on appelle quelque chose où on veut le mettre sur un marché des territoires, on utilise ça à la fois pour se nettoyer, pour se laver, on n'écrit jamais sur une page blanche, mais là, le bénéfice est très au-delà. C'est pas de la soft diplomatie. Président de la République qui remercie, qui félicite le Qatar et son émir. Mais si vous voulez, sur la marge nette de l'investissement à Paris, ce qu'ils ont dépensé, ce qu'ils ont économisé fiscalement et par rapport à tous les gains sur d'autres parties, je veux dire qu'ils sont largement bénéficiaires. Donc c'est du hard, c'est pas du soft. Oui, Geneviève, sur moi, je trouve que tout le monde est bénéficiaire. Enfin, c'est
Alors le sport washing, ça existe, effectivement, on se lave, on se refait une réputation grâce au sport, et ça fait passer au second plan un certain nombre de choses, notamment les droits des travailleurs, notamment ce côté pompier pyromane dont vous parliez très bien. Bon, moi je suis pas plus choquée que ça en fait. Je suis pas plus choquée que le Qatar ait hébergé les terroristes du Hamas. Ça, évidemment, ça mais c'est cette relation ambiguë avec le Qatar. C'est quand même ça la question, qui se pose. C'est-à-dire qu'on fait fi de ce côté un peu sombre peut-être de ce pays. Ça fait un peu du pain et des jeux, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont été la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le rapport sur les frères musulmans est sorti. Absolument, et le Qatar est cité comme étant le financeur ou l'un des grands financeurs. Bien sûr. Et donc on se retrouve, ça fait un objet d'un conseil de défense, donc c'est pas n'importe quoi. Oui. On soit en accord ou pas avec ce qu'a dit dans le rapport, ça a fait l'objet d'un conseil de défense. Donc l'État est alerté d'une grande menace. Et donc on se retrouve avec un club qui est possédé par un État, ce qui moi me dérange personnellement, parce que un milliardaire peut posséder un club, il n'aura jamais la puissance géopolitique d'un État derrière lui. C'est pas possible. Pour moi, il y a une question derrière sportive qui se pose, ou du moins d'équité sportive. Mais je trouve ça fou de remercier le Qatar. Quand tu parles de disproportion, on est effectivement dans ce phénomène-là. Il y a une disproportion totale entre ce que le Qatar a bénéficié de ce que nous, on lui a fait, et de ce qu'on... En fait, on est juste là... C'est un deal génial pour eux. C'est un deal génial pour eux. On est juste là, se satisfaire du Paris Saint-Germain, c'est génial, c'est une équipe magnifique. Et au final, on ne se rend pas compte de ce qu'on a eu par derrière. Oui, Hassan, Amou. Ouais, moi je pense qu'effectivement le président de la République aurait dû aller vers une forme de retenue. Quand on est président de la France, il y a des choses avec lesquelles on ne devrait pas se laisser aller à des commentaires comme celui-ci. Et je pense qu'effectivement, le Qatar comme l'Arabie Saoudite ont annoncé leurs intentions depuis longtemps de pourquoi est-ce qu'ils investissaient massivement dans le football. Et oui, c'est un fond d'images, d'écrans de fumée dont ils se servent pour pouvoir nouer des relations diplomatiques. Et avec un fond qui ne dit pas son nom, où on pourrait passer sous silence toutes les abominations desquelles ils se sont rendus coupables. Et donc je crois que la France, elle a une responsabilité devant l'histoire. Effectivement, aujourd'hui, les moyens sont démesurés. On en parlera après, au-delà de la fête, de l'argent colossal qui a été déversé dans ce club sur ces multiples saisons pour pouvoir forcer la porte d'entrée de la Ligue des Champions et la gagner. Ils ont fini par réussir, mais forcément, ils ont fini par réussir. Ça, c'est sans surprise. Après, les talents se sont exprimés sur le terrain, mais quant à l'argent, les moyens, le temps aussi qui joue avec toi, tu peux que réussir à un moment donné. Par contre, le président de la République, lui, il a un devoir, celui de représenter la France sur la scène internationale au niveau diplomatique. Il ne peut pas être dans la posture de remercier le Qatar comme ça, même si le Qatar, il faut quand même le signaler, en achetant le Paris Saint-Germain, a sauvé le foot français. Absolument, oui. Et de ce qui... le foot français, vous avez l'OM qui... Bien sûr, mais à l'époque, les clubs étaient... financièrement, c'était une catastrophe. Soyons honnêtes. Mais c'est pour ça qu'on c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va en parler. Pour moi, 93 restera 93. On peut essayer ici de se convaitre que le football... Mais franchement, les unités de mesure ne sont pas les mêmes. Les héros de l'époque ne sont pas les mêmes. Et le Milan de l'époque n'est pas le Milan d'aujourd'hui. Donc, ce qui remercie, c'est l'actionnaire. C'est l'actionnaire. L'actionnaire, c'est l'État qatari. On est d'accord. Mais le Qatar est l'émir du Qatar. C'est l'actionnaire qui est remercié pour effectivement l'argent. On est d'accord, les sommes colossales. Mais c'est pas un simple actionnaire. C'est pas un simple actionnaire, c'est un État qui pose des actes sur la scène internationale avec des choix politiques. Donc on peut pas simplement dire c'est de l'argent et du foot. Derrière, il y a un État. Et donc, il y a une politique que l'État mène à l'international que tu ne peux pas ignorer en tant que chef de l'État. Il y a une forme est-ce qu'il n'y a pas une forme de soumission, je pose la question, dans la manière de dire ça? Il aurait pu dire je remercie le président Nasser, il aurait pu ça suffisait largement de l'investissement. Je suis d'accord, il aurait pu le dire d'une manière légèrement différente. On est d'accord là-dessus. Bon, cela dit, Salmon a peut-être fourché, j'en sais rien, mais ce qu'il a remercié, c'est l'actionnaire, encore une fois. Et sans cet actionnaire-là, le PSG n'en serait pas là et le foot français n'en serait pas là. Oui, il a dit très exactement, je veux remercier le Qatar qui a toujours été un actionnaire exigeant, qui a réengagé, qui a réinvesti
investi dans ce club et qui ne l'a jamais lâché. C'est l'actionnaire qui remercie. Il continue la diplomatie française, c'est-à-dire que pour le coup, Emmanuel Macron, le président, n'est pas responsable de la signature il y a 2011 et ensuite de l'achat de différents joueurs qui étaient encore une fois des cadeaux faits, mais des cadeaux avec un retour sur investissement énorme. Je redis, les sommes énormes dont parle Hassan, bien sûr qu'elles sont énormes, mais pas beaucoup plus importantes que les Émirats Arabes Unis, à Manchester City et d'autres clubs ailleurs, ainsi de suite. Donc, on est face à quelque chose qui est assez commun aujourd'hui, mais qui ne doit pas empêcher effectivement de choisir de dire merci au Qatar, ce qui est un acte diplomatique. Et là, Emmanuel Macron est dans son rôle. Parce qu'il parle même pas à l'actionnaire, il parle au Qatar, il dit allez, on continue, maintenant qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est un peu ça, si vous voulez, c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette géopolitique du Proche et du Moyen-Orient. La France essaie de se repositionner, donc là c'est un moment où si vous dites pas merci au Qatar, vous prenez un petit risque aussi, comme d'ailleurs vous mobilisez peut-être demain que l'Arabie Saoudite pour venir à l'OM, à Marseille, pour finalement faire un peu le même effort, si vous voulez, de l'autre côté. Donc on est dans un contexte aujourd'hui, oui, on n'est pas soumis, mais on est dans un marché géopolitique global où nous, on a à offrir une visibilité des clubs pas trop chers, dans un contexte européen qui est le principal marché footballistique, et pour d'autres qui cherchent à trouver des expressions marketing comme d'autres marques auparavant. Avant, au lieu d'avoir Qatar Airways ou Emirates sur vos maillots, vous aviez d'autres marques européennes, mais aujourd'hui, malheureusement, oui, ça a changé. Et donc aujourd'hui, on a aussi Visit Rwanda, vous savez, c'est très différent. Maintenant, donc, le marché a changé, mais on n'a qu'une chose, quelque chose qui est bien, vous l'avez dit tous les deux tout à l'heure, c'est très fort, on est le premier pays producteur de joueurs au monde. C'est pas l'Île-de-France, à l'intérieur de la France, est la première grande région productrice de joueurs de football. Après, comment on les valorise? Vous voudriez mieux qu'on les valorise chez nous, plutôt qu'ils soient valorisés en Première Ligue, en Serie A ou en Bundesliga. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Maintenant, au moins, c'est ça. Et après, on appartient à cet ensemble européen où l'économie du football se fabrique. C'est au moins ce qu'on a à vendre. On marque une toute petite pause de pub et on se retrouve dans un instant avec vous pour continuer, parler de la récupération politique, parler du mot barbare, parler du tweet d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Retour avec vous pour commenter l'actualité. Cette actualité marquée évidemment par la victoire du PSG. Il ne faut pas l'oublier ni l'occulter, mais il ne faut pas non plus occulter ce qui s'est passé, ces violences, ces 500 et quelques interpellations. Combien de gardes à vue, combien de mises en examen vont suivre? Parce que j'en parlais avec un policier qui me disait le problème, c'est que ceux qui sont arrêtés souvent sont ceux qui courent les moins vite, sont ceux qui se sont fait... Non mais c'est la réalité. Sont ceux qui ont peut-être été entraînés, etc. Les vrais casseurs, ils sont un petit peu plus, entraînés. On va parler du mot barbare, on va parler du clip. Oui, c'est presque un clip du tweet d'Emmanuel Macron. Et puis LFI qui par la voix de Clémence Guettet, Monsieur Coquerel, Antoine Léaumont qui a traité les gendarmes, les CRS de gros bâtards également. Je vois ça. Gilles William Gondadel dit: je demande à tous les députés républicains de déclencher un article 40 contre ce défenseur bêta des barbares qui traite les forces de l'ordre de bâtards. De bâtards? Ouais. Alors, il faut que je vois le tweet. Alors, il faut voir l'extrait. Alors, vous, moi, je voulais parler de Clémence Guettet qui dit, je cite, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, en parlant d'une photo où on voit Désiré Doué qui est né à Angers, formé à Rennes, João Neves qui est portugais, Marquinhos qui est brésilien, et le dernier, ça doit être Fabien Ruiz, donc il est espagnol. Donc, on voit pleinement de la récupération politique. Et en plus, c'est mal fait, parce que tout le monde, il y a même une note communautaire me disant tu dis n'importe quoi, Clémence. J'ai bien aimé aussi le tweet justement d'Antoine Léaumont qui nous dit que c'était une foule pacifique alors qu'on a 3 décès, 600 interpellations, je ne sais pas combien de blessés. On a 3 décès, vous avez raison. Il commence à y avoir des petits bruits de couleur sur pas mal d'agressions sexuelles. Et donc on se retrouve à créer un imaginaire collectif, presque un monde parallèle. Il y a ce que le discours politique doit dire. On peut retomber aussi sur les propos d'Éric Coquerel ou de Thomas Porte qui reprennent barbare en disant que c'est profondément raciste, mais et pourtant je suis pas un fan de Bruno Retailleau, mais quand Bruno Retailleau parle d'actes barbares, il parle des actes, il parle pas des gens. Il n'est pas là à ethniciser les gens ou les racialiser. C'est précisément ce que fait Thomas Porte en disant vous parlez des Noirs et des Arabes des quartiers. Donc tout ce petit discours ambiant me dérange grandement.
Et je trouve ça inquiétant, grave. Et puis, je suis malheureusement pas surpris de ce que dit la France Insoumise. J'ai l'impression que c'est toujours dans l'air du temps. Et quand, ils sont toujours là, il ne faut pas être. Et l'argument qui est de dire c'est de la faute des policiers s'il y a des violences. La police est responsable. Non, mais on est typiquement dans le jeu de rôle et l'instrumentalisation par la France Insoumise. En fait, chacun est dans ses starting blocks et dans son jeu de rôle quelque part. Parlez bien dans le micro. Oui, pardon. Bruno Retailleau parle pas que de barbares, d'actes barbares. Il parle aussi, et cette phrase était quand même assez importante, de la nécessité de refonder une civilisation. Je trouve que c'est peut-être ça, au-delà des actes barbares, c'est ça l'essentiel de ce qu'il a dit. Il se projette dans un projet politique lui aussi. Voilà. On peut l'écouter, Bruno Retailleau. Ceux qui, hier soir, je le dis, sans mâcher mes mots, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares. Oui, ce sont des barbares. La barbarie, vous voyez, c'est quand tout devient prétexte à la violence. La barbarie, c'est quand tout devient prétexte au plaisir, au désir désinhibé de la destruction et du pillage. Oui, c'est cela la barbarie. Comme le dit le dictionnaire, c'est quand on est décivilisé. C'est un manque de civilisation. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Moi, je pense que ça devrait appeler un peu plus de nuances dans la manière dont on s'exprime sur les événements de ce week-end. Bien sûr, ils étaient malheureux. Bien sûr, à chaque fois en France qu'il y a une manifestation d'ampleur, il y a de la casse, il y a des violences et c'est inacceptable. Et je pense qu'Antoine Léaumont, s'il a fait il a eu cette phrase, ce dérapage verbal, c'est qu'il a été le soir même en manif, manif. Il s'est filmé. Il était sur place et donc il a vu l'assaut des CRS. Et sans doute que la police aussi. On a vu quelques images où les policiers filaient des coups de pied à la figure de personnes à terre aussi. Ce sont toujours des images aussi déplorables qui, selon moi, n'ont rien à faire dans des moments de maintien de l'ordre aussi. Et donc Bruno Retailleau, bien évidemment, qui répond à un agenda politique. Et il n'est pas à sa première phrase choc pour nommer les choses. Ouais, mais ce qu'on a vu dans les rues de Paris, sur le fond, ce qu'on a vu dans les rues de Paris, c'est déplorable. Moi, j'ai vu des VTC se faire littéralement casser les pare-brises. J'ai vu une jeune fille qui était en train d'essayer, qui était en pleurs devant son véhicule, qui avait été littéralement vandalisé. Ce sont des images qui à la fois gâchent la fête, qui ne doivent pas être confondues avec la majorité qui sont venus, à mon avis, dans un bon esprit pour pouvoir célébrer cette victoire. Mais derrière, effectivement, ça pourrit l'ambiance de tout le monde. Et c'est quand même fou que dans notre pays, on n'est pas capable de fêter quelque chose dignement, sans casse et sans heurts. Est-ce qu'on a le droit de dire que ce sont des barbares, malgré tout, ceux qui font ça? Moi, je trouve que quand on est ministre de l'Intérieur, on devrait se retenir à un langage un peu plus mesuré et qu'on devrait peut-être condamner les violences, dire avec fermeté qu'à un moment donné, ça sera tolérance zéro sur des actes pareils et qu'on va justement traduire les personnes devant les tribunaux et qu'il y aura une fermeté appliquée avec de grands principes d'office qui leur seront attribués pour ceux qui se feront prendre. Par contre, qu'on vienne à des similitudes de mots qui ont déjà été utilisés dans d'autres circonstances et qui rappellent des souvenirs un peu désagréables de notre histoire commune, je trouve que le ministre aurait pu s'épargner ce vocabulaire. Mais c'est pas la marque de fabrique de Bruno Retailleau et je pense qu'il le fait aussi pour qu'aujourd'hui on en parle sur ce plateau. Il le fait aussi pour que la LFI monte au créneau et une partie de la gauche que nous sommes, qui sommes attachés à un certain vocabulaire et peut-être à un certain nombre de valeurs, monte au créneau et même de la classe politique de manière générale. Et je trouve que ça l'honore pas de surenchérir sur ce vocabulaire-là. Mais c'est pas lui le problème. En vous écoutant, on a l'impression que c'est Bruno Retailleau le problème et qu'il emploie des termes un peu malheureux. Ce que vous racontez, c'est de cette jeune fille qui pleure devant son véhicule, c'est un acte de barbarie de casser son pare-brise. C'est-à-dire de violence et de vandalisme. Oui, mais les barbares sont ceux qui ne respectent pas les règles. Voilà, le barbare, à l'origine, c'est celui qui. Enfin, le barbare, il y a plusieurs significations. À l'origine, c'était chez les Grecs, c'était celui qui était en dehors de la cité. Ce qui est donné ensuite chez les Romains, celui qui, le barbare, le celui qui vient saccager, mais surtout celui qui ne veut pas respecter les règles de la civitas, de la cité, de la vie de la cité. Donc le barbare, par définition, c'est celui qui ne respecte rien, ou celui qui casse. Et moi, l'image qui m'a le plus choqué, parce que finalement, le fait de balancer ce que ça s'est passé pas très loin d'ici, sur le périph', à jeter des barrières. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était l'image de ce policier. On voit un jeune qui lui saute dessus, qui est torse nu et
Je sais pas, enfin, c'est la première fois que je vois une image comme ça. Mais le pompier aussi, vous avez pas vu l'image du pompier. Le pompier, on voit le jeune qui lui tape dessus sur son casque. Et moi, là, pour moi, on est dans une. J'aime pas le terme de décivilisation, mais il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'ils font dans cette jeunesse? Il y a un problème d'éducation, je sais pas ce qu'il y a, mais moi, ça me choque. Cette image-là, elle me choque profondément. On va marquer une pause, je vous donne la parole tout de suite après. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Alors, nous avions entamé un autre débat pendant la pub sur le fait qu'il y avait très peu de femmes. C'était même quasiment pas de femmes dans ceux qui cassent. Vous pourrez en parler à Sandrine Rousseau, effectivement. Toxicité de la masculinité toxique. C'est vrai que voilà, on a vu beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes qui faisaient partie de ceux qui cassaient. C'était très masculin, comme le milieu du foot, en fait, majoritairement. Les ça se féminise. Oui, mais dans la proportion, on est quand même très majoritaire. Même hier, à la parade, qui était très encadrée, il y avait aussi il y avait quelques femmes, mais il y avait quand même une majorité d'hommes. Si vous allez dans les tribunes du Parc des Princes, prenons le cas du Paris Saint-Germain, mais on irait au stade Vélodrome... On a des filles, et heureusement, vous avez l'équipe de France de foot quand elle joue, c'est assez séduisant d'ailleurs, il y a beaucoup de filles et qui viennent soit seules, soit en couple, soit en famille, ainsi de suite. Donc je crois pas que c'est pas, encore une fois, je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre le supporterisme du foot, les fans du foot et des autres sports professionnels et ces voyous, parce que pour moi on n'est pas encore dans la barbarie, si vous voulez, c'est ce qui me fait un peu peur dans la gradation, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a après la barbarie, si vous voulez. Et malheureusement, je pense qu'on aura d'autres niveaux d'intensification et de déploiement de ce genre de comportement si, pour le coup, au-delà des mots, on n'intensifie pas le niveau de réponse. On n'est pas en capacité d'aller plus loin dans la préhension. Vous disiez celles et ceux, puisqu'on n'a pas de celles trop là pour le coup, qui ont commis ces actes, qui courent le plus vite, qui sont les plus agiles, qui sont les plus préparés, ils ne sont pas aujourd'hui en garde à vue. Ils n'ont pas été interpellés. C'est des gens qui sont au milieu, parfois peut-être qui ont été embarqués dans un truc, ainsi de suite. Donc, ceux qui sont les professionnels de cette agitation, de cette criminalité, je dirais, des événements, de celles et ceux qui cassent, qui piquent, qui font des choses comme ça, qui pourrissent finalement la vie de ces événements sportifs ou culturels, eh bien, généralement, ils ne se font pas attraper. Et là où j'attends nos forces de l'ordre, non pas les forces de l'ordre, mais nos responsables politiques, dont M. Retailleau, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas simplement un commentateur d'actualité. Moi, je veux qu'il soit un acteur de l'actualité. Et donc, demain, qu'il fasse ce qui a été dit. J'aimerais que d'ailleurs vos amis de la France Insoumise, parce qu'aujourd'hui vous êtes quand même dans un deal politique pour les municipales et demain pour les présidentielles, et ça vous pose une question. Je vous ai trouvé alors j'adore Marseille, j'adore l'OM, j'aime beaucoup le personnage que vous êtes, mais alors par contre je vous trouve trop gentil et trop naïf ou trop complice des errements répétés et pour le coup qui sont calculateurs, parce que très reliés à tous ceux qu'on a attaqués tout à l'heure. Je vous rappelle ce qu'on a parlé du Qatar, des frères musulmans, ainsi de suite. Ils se sont plugués directement sur cette matière-là, sur cette force-là. Ces gens-là jouent la déstabilisation. D'ailleurs, avant de se faire virer, quand ils auront pris le pouvoir de cette manière, ils se font virer parce que les gens les vireront, ceux qui sont avec lesquels ils sont reliés aujourd'hui. Je vous assure. Vous allez loin. Je vous assure que là, moi, je voudrais qu'il y ait plus de clarté, eux, ils sont complices de cette agitation et pour le coup politiquement complices. Mais maintenant, M. Retailleau, il doit faire aussi des choses. Bien sûr. Je pense, moi, je ne vais pas me faire l'avocat de la France Insoumise. Non, tu peux pas. C'est un partenaire politique. Et franchement, je vais vous dire, c'est aussi à leur décharge le parti qui fait le plus réagir et le meilleur ambassadeur de vos meilleures réactions politiques et observations. Ils sont ceux qui sont au contact des populations. À un moment donné, je pense que ce sont ceux qui concentrent tous les coups de toute la droite. Les chercheurs bien aussi. Monsieur Retailleau aussi. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là, mais en fait, si on analyse froidement la situation, voilà, enfin, je pense que la messe a été dite. Je pense que le ministre de l'Intérieur devrait nous apporter des solutions et ne plus se limiter. Le congrès des Républicains est terminé. Il faut qu'il aille sur des solutions concrètes. Il y a eu un discours quand même, j'ai trouvé, du préfet de police qui disait c'est ni une victoire ni une défaite, oui. Et ce matin, oui, j'ai pas entendu. Il a commencé à dire que finalement c'était, enfin, au début il disait c'est ni une défaite ni un échec. Oui, c'est ça. Et puis à la fin, il avoue à demi-mot au micro d'Apolline de Malherbe que mais voilà, ça me fait penser à ce qui s'était passé au Stade de France où Gérald Darmanin avait accusé les supporters anglais. C'est un scandale d'État. C'est-à-dire que oui, c'est un scandale et personne n'a repris puisqu'il a reconnu il y a quelques semaines que effectivement ce n'était pas les hooligans anglais qui avaient. Les satanés supporters de Liverpool. Mais ça n'a pas fait une vague. Il n'y a pas eu de reprise du tout. Mais ça me fait penser à
un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de communication, peut-être pour ne pas gâcher la fête, qui est en décalage quand même total avec les images. Et politiquement... Mais la question, c'est comment faire différemment ? Que faire d'autre ? Que faire de plus ? À reconnaître qu'il y a eu des débordements. Non, mais ça, oui, on est d'accord. Non, mais que faire de plus pour les éviter ? Pardon, reconnaître qu'il y a des débordements. Effectivement, il y a eu des débordements. Que faire de plus ? Mettre la totalité de la ville, d'un certain nombre de villes sous cloche. Enfin, Paris était déjà verrouillé, archi-quadrillé, et après, c'est évident que ce ne sont pas des supporters, parce que les violences ont démarré avant la fin du match. Donc, de toute façon, c'était des gens qui étaient là pour ça, comme ils étaient là pendant les manifestations contre la réforme des retraites, comme ils étaient là pendant les gilets jaunes. Les mêmes populations. Les mêmes. Enfin, il y a des gens qui viennent systématiquement casser partout. Voilà, c'est leur unique objectif, et ils profitent des grands rassemblements. Et il n'y a rien de plus populaire que le football, donc de plus grands rassemblements que le football. Que faire de différent ? Comment réprimer différemment ? Moi, il n'y a pas la réponse. Il y a deux questions. Il y a la question de la com, où clairement on tente de minimiser ce qui s'est passé, et dans la presse, et politiquement. Sur la communication, je suis d'accord avec toi, Valérie. On ne l'assume pas. On ne veut pas l'assumer. On ne veut pas le dire. Et quand on commence à le dire, effectivement, il y a un discours politique qui commence à se saisir de cette question, le barbarie. Et là, on commence à manipuler un imaginaire. On dit attention, on est tout de suite dans le racisme. Donc on ne veut pas poser des termes, on ne veut pas poser les mots sur ça. Puis il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui toutes les télés du monde sont braquées sur le PSG, Paris, et donc en fait montrer ces images-là, ça serait aussi nous mettre une balle dans le pied si on tournait en boucle sur des histoires d'affrontements de rue, etc. Moi je pense qu'ils sont extrêmement... Voilà. Après ce qui me surprend quand même, c'est que moi qui étais dans Paris samedi soir, les violences elles étaient très localisées. Donc oui, Paris était quadrillé, mais est-ce que en fait, regardez le 17e, il y a eu l'avenue des Ternes, moi j'ai vu le périph', j'ai vu Champs-Élysées. Bastille, où ces abrutis ont essayé de rentrer dans le caveau en dessous de la Bastille. Enfin, il y en a eu un peu partout. Mais je pense que sur les gros points chauds où il y a eu le plus de monde, je pense qu'on aurait pu faire autrement. Mais après, moi je suis pas un spécialiste de la sécurité. Laurent Nunez, c'est quand même un mec qui moi je le connais personnellement, c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire et qui est un bon préfet. Après, je pense qu'on doit s'interroger sur là où est-ce qu'il y a eu des failles. Intéressant, c'est que nous, on a du mal à communiquer dessus. Du moins, on sent que le politique, soit il va commencer à instrumentaliser, que ce soit à gauche ou à droite. Il y a un discours politique ambiant dessus. Mais quand on regarde les personnalités, enfin les personnes qui ont fait des dégradations, ils se sont tous filmés. Oui. Il y a un paradoxe total à ce niveau-là, c'est que eux assument complètement de casser les choses. Sur Snap, sur Instagram, sur TikTok, vous voyez toutes les vidéos, mais le politique dit non, mais on ne veut pas trop assumer ce qui s'est passé quand même. Il y a un énorme paradoxe à ce niveau. Et sur la réponse qu'on peut faire, alors moi je suis pas un fan du tout prison, mais on voit bien qu'il y a un problème de mise en application de la justice par la suite. Quand on voit ne serait-ce qu'un chiffre, je crois qu'on est à 120 ou 130% des prisons qui sont peuplées. Comment voulez-vous faire par la suite pour appliquer des peines ? Non, mais il peut y avoir des peines alternatives, le tout enfermement. Mais justement, c'est là où il y a un point. C'est qu'ils savent très bien que même avec les peines alternatives, au final, ils s'en foutent total. Faut être clair. La plupart des jeunes s'en foutent à ce niveau-là. Je suis pas certain, mais. J'en suis sûr et certain. Ils savent très bien qu'ils vont pas se faire pénaliser, et même si c'est pénalisant, pour eux, ils diront, de toute façon, je vais pas en prison, je m'en tape. Honnêtement, c'est ce qu'ils pensent. Je suis pas certain, mais. Mais c'est effectivement ceux qui se filment dans le Footlocker, ceux qui se foutent, qui a été pillé sur les Champs-Élysées ou ailleurs, ça veut dire qu'il y a aussi un sentiment d'impunité totale. À partir du moment où tu dis, non, mais il y a le sentiment d'impunité, il y a l'effet de bande, il y a l'effet de vouloir surenchérir dans la bêtise, se filmer, défier, se filmer, c'est symptomatique de je risque rien. Mais non, c'est l'effet des réseaux sociaux, ça. C'est cette mise en scène. Se filmer en se disant, je suis désolé, mais quand on commence à fracasser, j'ai vu des vidéos où ça commence à fracasser, ça se bat, notamment dans un Franprix. J'ai vu des vidéos dans le Chanel, j'ai vu des vidéos sur le périph', le Footlocker. J'ai vu des vidéos d'une personne qui était sur un camion de pompiers en train de sauter, d'autres sur une ambulance que je connais très bien, milieu de l'arrêt, j'ai une amie qui était là-bas. Les gens se disent, mais regarde, je me filme comme ça. Vous avez des minots qui ont au bas mot sur Snapchat des comptes avec 16 000 followers. Donc les mecs, ils ont besoin de donner des sensations à leurs followers, et donc ils vont continuer à être dans la surenchère. C'est-à-dire que le rapport au réel à la peine n'est pas bon. Oui, mais c'est les réseaux sociaux qui, encore une fois, dénaturent le rapport au réel. Si vous voulez, c'est un vrai souci. Évidemment, c'est un vrai souci. Là où ça pose une question de civilisation malgré tout, et pas forcément de barbarie, c'est que vous pouvez le faire tous les jours, ça. Vous n'avez pas attaqué un magasin, attaqué un commissariat. La question, non, mais attaquer un magasin, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils le font d'ailleurs. Ils le font. Là, c'est un moment où on est quand même. C'est un problème de civilisation parce que c'est un moment de fête.
de partage, sauf si à Marseille vous êtes supporter de l'OM et que vous faites rien, justement vous restez chez vous, vous faites que dalle. Donc c'est à la limite là pour le coup, mais c'est une réaction digne, presque politique si vous voulez à ce moment-là, digne, j'insiste là-dessus. Mais de l'autre côté, que vous soyez un jeune gens, fan de foot, vous êtes face à ça et vous n'êtes pas capable ce jour-là de faire une trêve. Ce que vous faites tous les jours, casser des bagnoles, aller braquer un magasin, c'est là où il y a un problème. Alors, si vous voulez, ils le font tous les jours et là, ils le font quand même alors que c'est une fête partagée et collective. Donc il n'y a même pas d'association à ça. Là, c'est une occasion extraordinaire de faire 10 fois plus. Enfin, pour eux, ils n'ont pas cette vision, ils n'ont pas la même vision que vous. Je suis pas sûr. Pour eux, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or. Écoutez ce que disait Laurent Nunez ce matin sur le profil des émeutiers. On est beaucoup sur des profils de jeunes qui viennent de petites, de grandes couronnes, voire aussi de Paris, et qui sont des jeunes qui viennent pour piller, dégrader, toujours les mêmes. On les retrouve encore une fois pour les festivités du 14 juillet, on les retrouve dans les quartiers notamment, on les retrouve pour le 14 juillet, le 31 décembre on les retrouve sur les champs. Voilà, ce sont des jeunes qui viennent pour commettre des dégradations, des pillages. Ce sont évidemment parfois les mêmes qu'on a pu retrouver évidemment dans les émeutes urbaines, notamment après l'affaire Naël. Oui. Et puis je voulais vous faire écouter, formidable, la correspondante portugaise sur France Info. Écoutez ce qu'elle disait sur ces émeutiers. Des jeunes qui habituellement sont cool, qui sont sages, on va dire, et qui sont entraînés peut-être dans un moment d'excitation émotionnelle, dans des débordements et dans des violences. Il y a moins ça chez nous peut-être que ici. Non mais ça voilà, c'est formidable. Ça c'est, vous savez, il y avait, c'est quoi, c'est Outé les matins ou la récré, je sais plus quand, il y avait le club Dorothée, mais c'est ces années-là. Là, il y a un siècle qui s'est passé et aujourd'hui, on n'a plus rapport à ça. Je vous le redis, c'est pas la barbarie. La barbarie, c'est un autre monde. Je pense que faut aussi mesurer. Par contre, un problème de civilisation, oui, pour le coup, à l'intérieur du contexte. Si vous voulez, on a une vraie question et ça peut pas juste être commenté. Là où j'en veux en grande partie aux acteurs politiques, c'est soit d'être les complices, vos amis sont des complices de cette dégradation civilisationnelle concrète parce qu'ils se relient sur leur marketing politique à cette bulle potentielle de dynamique politique et électorale. C'est un choix. Et de l'autre côté, on a des gens qui regardent et qui commentent. C'est pas possible. Ouais. Là, je vois sur X 2 abrutis qui se filment en train après avoir volé le panneau Champs-Élysées, rond-point des Champs-Élysées. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans les commentaires de notre ami, y compris celui de Nunez, c'est que moi, je peux pas entendre qu'il y ait de citoyens de seconde zone. En fait, mais il a pas dit ça, pour moi, il y a des citoyens qui étaient là, qui ont fêté, il y avait de tout dans les cortèges et dans les personnes qui étaient dans Paris. Et après, vraiment, c'est comment est-ce qu'on gère ces événements, comment est-ce que, en fait, les prochains. Mais la question elle vient aussi de qui fait ça. Enfin, vous ne pouvez pas faire abstraction. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ceux qui pillent et qui. Et combien est-ce qu'il y avait de gens dans Paris samedi soir? Et donc il y avait de tout en fait. Non mais qu'on soit clair, mais on parle de ceux qui payent. Évidemment que c'est une France totalement représentée et qu'il n'y a aucune différence et que c'est pour ça qu'il ne faut pas ethniciser, raciser, ce que vous voulez. Alors, si on rentre là-dedans, on est mort collectivement. Et le Paris Saint-Germain, si vous allez au Parc des Princes, vous avez compris qui sont les supporters. Et ceux qui étaient à Munich, regardez, prenons les images ensemble. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on ne peut pas dire ça et en même temps ne pas regarder ceux, encore une fois j'arrête de dire celles et ceux qui ont commis, pas seulement à Paris, mais à Montpellier, à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Avignon, pas à Marseille, je le redis, bravo à l'Olympique de Marseille, aux Marseillais, mais à Nantes et ainsi de suite. Mais vous pensez que ça serait passé comment à Marseille si Marseille avait été à la place du PSG, ça aurait été pareil? Je pense qu'aujourd'hui on a cette je le dis encore, on a cette surenchère des réseaux sociaux qui fait déborder de toutes parts. C'est sociétal et civilisationnel. Tout à l'heure il a cité Naël. Moi je me souviens des émeutes en 2007, 2005. 2005. Ces émeutes-là, elles n'avaient pas touché Marseille. Mais à l'époque, on n'avait pas une vie des réseaux sociaux aussi élaborée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un Snap et avec un TikTok, tu touches des gens de l'autre bout de la France. On avait accusé d'ailleurs les chaînes d'infos d'avoir mis de l'huile sur le feu, entre guillemets. Mais je suis pas d'accord. Et sur les questions de Naël, moi je trouve que vraiment il y a une surenchère de la bêtise qui avait rien à voir et qui ne rendait certainement pas hommage à Naël et à ce drame terrible. Et en fait, à Marseille, on s'est retrouvé avec des casseurs qui, pareil, brandissaient leur téléphone, filmaient, ouvraient des magasins
magasins, les pliaient, partaient. Et donc il y avait une espèce de surenchère de la bêtise, incontrôlée, etc. Donc si nous on avait quelque chose à fêter à Marseille, je pense effectivement qu'on aurait été touché aussi par ces. C'est là où je suis pas d'accord, c'est que je comprends parfaitement le constat, mais pour moi les réseaux sociaux c'est pas le facteur explicatif, c'est le facteur aggravant. Ça accélère le phénomène. Bien sûr. Pour moi, en fait, là on parle des conséquences. On est tous d'accord sur les conséquences. On peut avoir quelques différences de point de vue, mais globalement on est tous d'accord. Par contre sur les causes, je pense que là, il y aura des grosses dissensions. Pour moi, il y a la question de la politique de la ville. On va toucher à tout ce qui est éducation, donc au système éducatif français. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est en panne. On va toucher au transport, on va toucher à l'accès au travail, on va toucher à la santé. Et de manière générale, c'est la totale, pour moi, pas déliquescence, mais je peux utiliser le terme, de ce que fait l'État ou de la manière dont on veut faire société. Et aujourd'hui, on n'y répond plus. Et ce qu'on voit avec le sport, pour moi, c'est juste le miroir, pas finalement si déformant que ça, de cette situation de l'État français. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant et revenir sur la phrase « champion mon frère » qui a fait beaucoup réagir, tweetée par le président de la République. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter. Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alerte enlèvement, où est passé le Premier ministre? On va parler du président de la République, mais où est passé le Premier ministre? Est-ce que vous l'avez vu, entendu ce week-end? Alors, peut-être que le foot ne l'intéresse pas, mais non, ça vous a pas étonné? À nos souvenirs, on l'a pas vu grand supporter de quelques clubs que ce soit, et j'ai pas l'impression, mis à part la fois où il s'est illustré dans un affrontement verbal avec Bernard Tapie à la commission à l'Assemblée nationale sur les histoires de financement liés au Crédit Lyonnais, on le voit pas trop s'exprimer sur ces choses-là. Je pense que mais en réalité, le président de la République a fait le taf ce week-end, et donc du coup, lui, il a dû rester dans sa campagne. Il est resté avec ses chevaux. Donc, champion mon frère, c'est le tweet d'Emmanuel Macron après la victoire donc du Paris Saint-Germain. Champion mon frère, jour de gloire pour le PSG. Bravo, nous sommes tous fiers. Paris est capitale de l'Europe ce soir. C'est Eric Nolot qui a tweeté, un président ne devrait pas dire ça. Alors il y a une référence, champion mon frère. Oui, Marquinhos. Avec Marquinhos, c'est une référence qui date d'il y a 15 ans. Oui, c'est ça, c'est 2015. Quand il est arrivé de la Roma au Paris Saint-Germain, c'était champion mon frère. Donc c'est très vieux, c'est une vieille référence. On a tous été émus par les larmes de Marquinhos bien avant la fin du match. C'est-à-dire quelqu'un qui... C'est un sportif de haut niveau, évidemment, qui a subi des échecs avec le Paris Saint-Germain, aussi des victoires, mais des échecs au niveau européen, des échecs avec, rappelons-nous, avec l'équipe du Brésil. C'est quelqu'un qui avait du mal à se finir les saisons dans les grands moments. Et là, on sentait quelque chose qui avait changé, qui était, je pense, et j'espère que ça peut être ce lien-là. Mais sinon, le président de la République est d'abord le président de la République, avant d'être un supporter de foot. Et on le sait, il adore le foot, il adore l'Olympique de Marseille en particulier. Mais il adore le sport et le foot. C'est une qualité pour moi importante pour le président de la République, évidemment. Mais là, c'est pas, il est président de la République. Il n'est pas simplement Emmanuel Macron qui vient de regarder un match et qui se dit à ce moment-là, je suis comme les autres et j'ai envie de tweeter un truc comme les autres. Non, on ne peut pas le faire. Je pense que c'est aussi là, vous voyez, on parlait des jeunes gens qui, à un moment donné, dérivent. C'est une part de dérive là aussi. Sur le comportement, non pas politique, mais institutionnel, parce que c'est le président de la République. Alors, François Bayrou avait tweeté, PSG, fierté de tout notre pays, joie collective inoubliable, que la fête soit belle et que chacun veille à la sécurité de tous, pensez pour les forces de l'ordre, effectivement. Voilà. Mais c'est raplapla. Justement, c'est raplapla par rapport à champion mon frère. Alors, vous êtes d'accord? Vous pensez qu'il fallait un enthousiasme? Oui. Vous êtes communicante, vous l'auriez... Je pense que j'aurais sans doute pas sorti cette phrase-là. Vous l'auriez laissé faire. Vous auriez été sa communicante. Je n'aurais pas trouvé cette phrase-là, mais je trouve cette phrase plutôt sympa. Moi, elle me choque pas, et je trouve que le président de la République, qu'il soit dans une espèce d'élan collectif, parce que finalement, c'est la France qui a gagné, c'est pas juste le PSG, pardon, même pour les supporters de l'OM. C'est pas le cas. Le PSG représentait la France. Il représentait la France, et en ce sens, le football français. Le football français, et en ce sens que le président de la République participe à cet enthousiasme collectif, à ce mouvement de cohésion collective. Moi, ça m'a plutôt touché. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Moi, je trouve que là, on lui
fait un faux procès. Je pense qu'il y a peut-être deux écoles en la matière, mais moi je trouve que honnêtement, on reproche souvent aux politiques de ne pas parler un français que tout le monde comprend. Là, voilà, il se laisse aller un commentaire en faisant une référence que les uns et les autres dans lesquels on pourrait s'y retrouver. Je pense qu'en fait, il souffre surtout de son impopularité du moment. Oui. Il souffre surtout des conditions et de l'ambiance politique du moment. Et personne, en réalité, dès l'instant où il a annoncé qu'il recevait l'équipe du PSG à l'Élysée, il y a eu un vent d'indignation, de commentaires, quasi d'insultes sur les réseaux sociaux où on expliquait de quoi il se mêle et qu'est-ce qu'il vient encore faire là. Donc moi, je pense qu'il jouit simplement de son impopularité et que franchement, il n'y a pas de drame. Mais il aurait fait un tweet un peu plus sobre, moins sobre que celui de François Bayrou, mais un petit peu plus. Mais s'il l'aurait fait sobre, là, on aurait dit. Non, là mais aussi entre les deux, bravo, content, enfin un truc. Mais il y a un sujet, par contre, je trouve que le Emmanuel Macron, il tente d'exister avec la séquence. Et ce qu'on, pour moi, on en a parlé en off, mais du monde et il aura vu. Il n'aurait pas dit champion mon frère. Ouais, mais ça dit autre chose, c'est que quand on voit la séquence de la photo, on voit Yael Braun-Pivet. Moi, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, qui se précipite. Pour prendre la photo, on voit Rachida Dati, on voit la première dame, Valérie Pécresse. Il y a un côté, mais c'est lourd, quoi. Il faut absolument exister il faut se servir du Paris Saint-Germain comme d'une vitrine politique. En gros, c'est ça. Moi, ça me dérange. Moi, je crois qu'il fallait faire écho à quelque chose qui est vrai aussi, c'est l'espèce d'énergie d'une partie de la jeunesse francilienne et de ce pays autour du Paris Saint-Germain. Parce que les gamins ont besoin d'aller trouver des expressions nouvelles, un club qui les porte. L'OM des années 90, c'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui. On a quelque chose de puissant qui a transcendé l'Île-de-France et qui va beaucoup plus loin. Même à Marseille, même si les Marseillais ils cachent un peu leur maillot, ça existe aussi. Donc c'est clair qu'il y a besoin de faire écho à ça quand on est président de la République. Mais pas de cette manière-là. Est-ce que tu crois pas que c'est plus la phrase en elle-même qui dérange? Parce que champion mon frère, champion mon frère, ça revient à un langage populaire. Les recevoir à l'Élysée, c'est notamment des quartiers populaires. Mais on le voit, moi je pense que je trouve que les politiques devraient beaucoup plus communier avec leur club, avec leur passion, être beaucoup plus vrais dans leur approche, et dans leur rapport à la population, et d'arrêter d'être ces politiques dont on reproche la déconnectivité d'un certain nombre de réalités. Et moi je crois qu'au contraire, habiter son sport. Moi je le vois à Marseille, on a un maire de Marseille, on a notre première adjointe Rubirola qui est à chaque match, qui sont dans les tribunes, qui se lèvent, qui applaudissent, qui avec la tribune elles sont avec des influenceurs de notre temps qui parlent à la jeunesse. Moi je crois qu'au contraire ça aussi impulse une relation nouvelle. Mais c'est pas la France qui a gagné. Moi je pense que les choses ne s'opposent pas. On est en train de parler d'une phrase. Il est président de la République qui va dire aux enfants faut bien travailler à l'école, bien écrire, bien parler le français et ainsi de suite. Élever les gens, c'est pas s'affaisser soi-même. Élever les gens, et on le demande, c'est pas non plus leur faire mal. Demander à ce qu'ils s'expriment bien et pas dans un langage qu'ils comprennent parce qu'ils ne parlent qu'un langage de 500 mots de français en vocabulaire. C'est pas ça être président de la République. Président de la République, c'est leur dire vous devez faire 5000 mots. C'est les amener à plus. Et même dans un moment de communion collective, c'est dire voilà, on fait quelque chose. Emmanuel Macron n'est pas celui qui s'exprime le plus mal dans la classe politique française. Il a quand même un niveau de langage en général assez élevé. Après, comme vous le disiez justement, je ne sais plus lequel d'entre vous, il souffre effectivement de son impopularité. Et de toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il aurait été critiqué. Donc soit ça aurait été trop sobre, soit pas assez sobre, soit trop populaire, soit pas assez populaire. Mais il est juste mal aimé et c'est très compliqué pour lui. Il avait une occasion géniale de se rendre un peu plus sympathique. Bravo à nos forces de police en tout cas, et bravo au PSG parce que finalement, aux forces de secours, des pompiers, absolument. Voilà, bravo à ceux qui ont permis, et aux supporters du PSG qui ont été plutôt au stade merveilleux. Ils ont fait un stade qui était Paris Saint-Germain. Sauf quand ils ont volé la pelouse du Bayern à la fin. N'a pas samedi soir représenté la France, mais ils ont représenté Paris et la banlieue parisienne. C'est pas la France qui a gagné, c'est un club de foot. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.